Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition de ce vendredi 25 juin. Les titres développés ce soir sur TV7. Covid-19 et variant Delta face à la vaccination, inciter à toujours plus vacciner et donc l'objectif de l'Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine. Nous sommes allés au méga centre de vaccination de Bordeaux-Lac, désormais ouvert sans rendez-vous. Le futur schéma des mobilités sur la métropole bordelaise et ses 28 communes, présenté aujourd'hui en Conseil métropolitain. Quels sont les grands enjeux de la nouvelle majorité? Réponse dans un instant. Et le point également avec notre invité ce soir, Alain Garnier, maire d'Artigues près Bordeaux, après les dernières inondations qui ont touché il y a quasiment une semaine, jour pour jour, une quinzaine de communes de Gironde, dont la sienne. La météo pour ce samedi, le ciel sera variable, alternant éclaircies et passages nuageux sur la Nouvelle-Aquitaine. Côté température, il fera entre 21 et 30 degrés l'après-midi, 30 degrés attendus à Tulle. Mais pour débuter cette édition, un point sur la situation des immeubles effondrés rue de la Rousselle dans le quartier Saint-Michel de Bordeaux. L'expert judiciaire mandaté sur place a demandé l'élargissement du périmètre de sécurité au carrefour, impasse fort rue de la Rousselle et de la porte Saint-Jean pour éviter tout attroupement. La mairie communiquera dès que possible les résultats de cette expertise. Le point à présent sur la situation épidémique dans les établissements scolaires de l'Académie de Bordeaux. 3 écoles sont fermées, toutes dans le département des Landes. 48 classes également sont fermées dans les Landes et en Gironde principalement. 120 élèves ont été testés positifs à la Covid-19 ces 7 derniers jours, tout comme 9 personnels des établissements scolaires. À noter qu'en Nouvelle-Aquitaine, le taux d'incidence moyen a encore baissé. Il est désormais de 18,8 cas pour 100 000 habitants. Et chaque semaine, ce sont 140 000 injections de vaccins contre la Covid-19 qui sont réalisées en Gironde, une cadence qui s'apprête désormais à connaître un nouveau coup d'accélérateur. La propagation du variant Delta dans les Landes change la donne et pousse l'ARS à davantage faciliter l'accès à la vaccination. Reportage au vaccinodrome du Parc des Expos à Bordeaux, où des créneaux sont désormais ouverts sans rendez-vous. Bénédicte Doin. L'ARS s'en félicite, plus de 50% des Girondins sont vaccinés, mais entre la baisse du nombre de prétendants à la vaccination et la propagation du variant Delta, la vigilance reste de mise. Le variant Delta, il représente 30% des personnes positives dans les Landes. Ce n'est pas le cas dans notre département. Pour autant, ce qu'on garde de cette situation landaise, c'est que c'est un message là aussi de vigilance. Il faut qu'on continue de combattre ce virus. C'est notre défi collectif. C'est vrai qu'on commence à parler d'un plafond de verre. Il est venu plutôt plus tard en Gironde et on va essayer de le repousser vraiment tous ensemble. Heure d'affluence au vaccinodrome. Depuis mardi, il est désormais possible de s'y rendre sans rendez-vous entre 14h et 18h. Une aubaine pour les plus pressés d'être vaccinés. Au départ, j'avais cherché pour le faire avec rendez-vous, sauf que les rendez-vous c'était à Lacanau et c'était pas avant juillet, mi-juillet, voire fin juillet. Donc c'était assez compliqué et niveau timing, c'était pas top. Et là, de pouvoir le faire sans rendez-vous, c'est une belle aubaine quand même. Vacciner sans rendez-vous, un véritable challenge pour les professionnels de santé. Impossible d'anticiper le nombre de doses qui seront utilisées. Une organisation impensable il y a encore quelques semaines. Les flux tendus de vaccins que nous avions au démarrage de la vaccination n'existent plus aujourd'hui. Les critères de conservation et d'utilisation des vaccins ont changé aussi, se sont assouplis. Donc aujourd'hui, ce n'est plus un frein à la vaccination. Donc il faut que le maximum de personnes, aujourd'hui avant l'été, maintenant que tout est libre, il faut au maximum que les gens se protègent. Ces après-midi sans rendez-vous sont en phase de test au vaccinodrome. L'opération ne durera pour le moment que jusqu'à dimanche inclus. 3,5 millions de volailles, essentiellement des canards, ont été abattus dans le sud-ouest suite à l'épisode hivernal de grippe aviaire, aujourd'hui terminé. Mais ce sont les vives inquiétudes qui frappent aujourd'hui la filière foie gras landaise, qui doit faire face aujourd'hui à des problèmes d'approvisionnement. Franck Poirot a donc été sur place constater les écueils dans ces entreprises. Les tables de travail sont quasiment vides. La maison Lafitte à Montaut, dans les Landes, tourne au ralenti depuis plusieurs mois. Sur les 200 salariés de cette société spécialisée dans la production de foie gras et la transformation de canards, seulement une cinquantaine d'entre eux travaillent ponctuellement. Des mesures d'activité partielle ont été mises en place, les salariés sous contrat à durée déterminée, les intérimaires et autres saisonniers n'ont pas été reconduits.
La maison Laffitte est située en plein cœur de la Chalosse. C'est cette zone des Landes qui a payé le plus lourd tribut à l'occasion de l'épisode de grippe aviaire l'hiver dernier. Entre les abattages préventifs et administratifs, les vides sanitaires imposés durant plusieurs mois aux éleveurs, cette société n'a quasiment pas de matière première à travailler, une situation qui inquiète son dirigeant à la fois pour l'approvisionnement de ses clients, mais aussi pour ses salariés. Il craint d'en perdre définitivement une partie, faute de travail à leur donner. Moi, ce qui me fait peur, c'est qu'on perde des compétences. Nous, quand on trie du foie, on connaît nos clients, on sait ce qu'ils veulent. Nos salariés savent faire ça. Si on perd ce genre de compétences, ça ne sera pas facile à remplacer. Et ça, c'est pour moi ce qui est le plus inquiétant. Des canards sont introduits à nouveau dans les élevages depuis quelques semaines, mais ils ne devraient pas être abattus avant la fin août. En attendant, il faut tenir. Habituellement, la maison Laffitte transforme près de 500 000 canards gras pour son compte chaque année. Elle travaille avec 80 éleveurs situés dans un rayon d'une trentaine de kilomètres. La Chambre de commerce et d'industrie des Landes est elle aussi inquiète pour le devenir du tissu économique local. Entre les écloseries, les transporteurs, les abatteurs et les transformateurs conservateurs, près de 290 entreprises des Landes, qui travaillent en amont et en aval des élevages, rencontreraient des difficultés actuellement. Si on était dans une zone périphérique de métropole, je ne serais pas forcément des plus inquiets. On sait qu'il y a une capacité de rebond sur d'autres activités extérieures qui ferait que pour les salariés, ça ne serait pas trop préjudiciable. Ici, en milieu rural, lorsqu'on perd une entreprise, on perd la vie rurale, on perd la vie d'un village. Et donc, c'est beaucoup plus préjudiciable et dramatique qu'on peut l'imaginer. Des aides publiques à la trésorerie et de compensation des pertes d'exploitation pour les entreprises touchées viennent d'être mises en place. Elles ne régleront pas toutes les difficultés rencontrées par cette filière landaise du foie gras. Elle est d'ailleurs fragilisée par plusieurs crises ces dernières années. Entre les épisodes de grippe aviaire en 2016-2017 et l'hiver 2020-2021 et la crise sanitaire du Covid, il faut remonter à 2018 pour trouver une année d'activité normale. La filière foie gras landaise, tous métiers confondus, pèserait près de 25 000 emplois dans les Landes. Le second tour des élections régionales et départementales se joue donc ce dimanche. Tour d'horizon des 5 candidats toujours en lice pour la région Nouvelle-Aquitaine. Les 5 listes susceptibles de se maintenir à l'issue du premier tour concourent dans la même configuration pour ce second tour, à commencer par celle conduite par le socialiste Alain Rousset, arrivé en tête au premier tour avec 28,65% de suffrages exprimés. Faute d'accord avec ses ex-alliés écologistes, notamment sur la question du nombre de sièges, le président sortant repart au combat avec les communistes et les radicaux de gauche. Arrivée en deuxième position avec un score en dessous de ses espérances, avec 18,20% des voix, la candidate du Rassemblement national, Edwige Diaz, maintient sa candidature et sa liste, comptant sur ceux qui se sont abstenus au premier tour pour améliorer son score. Avec près de 14% des voix au premier tour, la ministre MoDem Geneviève Darrieussecq maintient sa candidature à la tête d'une liste représentant la majorité présidentielle. Il n'y a donc pas de fusion entre La République En Marche et les Républicains, conduit en Nouvelle-Aquitaine par Nicolas Florian, arrivé en 4e position au premier tour avec 12,51% des voix. L'élu bordelais mène donc la même liste qu'au premier tour, n'ayant pas non plus trouvé d'accord avec la liste du mouvement de la ruralité d'Eddy Puy-Jalon. Enfin, la 5e liste de ce second tour est donc celle de Nicolas Thierry, qui défend les couleurs de l'écologie face à son ancien allié socialiste. Fort de ses 12% au premier tour, il espère convaincre plus d'électeurs pour amplifier son score au second tour. Avec une abstention record de plus de 64% au premier tour en Nouvelle-Aquitaine, tous les candidats misent sur un sursaut citoyen pour remporter plus de voix et de légitimité. Et nous nous retrouverons bien évidemment ce dimanche à partir de 20h sur l'antenne de TV7 pour suivre et commenter les résultats de ces élections régionales et départementales avec Jefferson des Sports, Dominique Parmentier, Xavier Sautin et votre serviteur. Allez, quant à la question, allez-vous voter ce dimanche? Elle se pose bien sûr au regard du taux d'abstention de ce premier tour des élections. Un électeur sur 3 seulement s'est déplacé. Pas tant que je me suis pas intéressé au sujet pour savoir profondément mes vraies envies, mes vrais choix. Donc pour l'instant non, je l'aurais pas fait. Je suis pas encore assez calé. Ça m'intéresse pas forcément et les listes qu'il y a ne sont pas forcément super intéressantes, on va dire. Donc
Donc voilà, après d'un point de vue personnel, voilà, ça ne m'intéresse pas forcément. Voilà. Je fais partie des personnes qui malheureusement n'ont pas été votées la semaine dernière. Et au vu du nombre de personnes qui se sont abstenues, je ne vous cache pas que pour ma part, j'irai voter dimanche. Parce qu'on se rend compte à quel point c'est important. Et que ça reste quand même une chance qu'on a, nous, de pouvoir voter dans notre pays. Donc oui, je compte voter. Oui, je vais voter dimanche, c'est important. Il y en a des gens qui sont battus pour les droits de vote, surtout les femmes qui ont obtenu le droit de vote assez tard par rapport aux hommes. Et je trouve ça dommage que les jeunes ne vont pas voter. Là, actuellement, j'avoue que j'ai pas été non plus passionnée par les débats et je pense pas été assez informée non plus par tout ce qui était représenté, les gens qui se présentaient et tout ce qui était porté comme programme. Rendez-vous donc dimanche à 20h sur TV7 pour suivre les résultats. La question des mobilités sur la métropole à présent, ou du moins son futur schéma, c'est le principal sujet abordé en Conseil de Bordeaux Métropole ce vendredi. Un plan qui sera soumis en Conseil au mois de septembre prochain. Et parmi les dossiers déjà enclenchés, la création d'un itinéraire en site propre sur les boulevards pour les transports en commun et vélos entre le pont Chaban-Delmas et le futur pont Simon de Veil. Franck Poirot. Le président de la métropole, Alain Anziani, déroule le fil du futur schéma des mobilités de l'agglomération. Il s'articule autour de 3 grands axes. La fin du bus diesel à l'horizon 2027-2028. Il annonce l'achat de 2 bus fonctionnant à l'hydrogène en 2023. Le service de bateau pour traverser la Garonne devrait être renforcé. La piste d'un téléphérique entre la rive droite et la rive gauche du fleuve est à nouveau posée. Il partirait de Lormont pour rejoindre la rue Achard à Bordeaux. En revanche, l'idée de la création d'un nouveau franchissement du fleuve, soit par un pont, soit par un tunnel, semblerait aujourd'hui mise sur la touche par l'exécutif métropolitain. Pour l'ancien président de Bordeaux Métropole, Patrick Bobet, les grandes lignes de ce schéma des mobilités ne sont pas à la hauteur des enjeux. Un pont autoroutier comme le pont d'Aquitaine, pont Mitterrand, c'est 150 000 passages par jour, 150 000. Un téléphérique, c'est dans le meilleur des cas 15 000. Enfin, c'est pas sérieux, la comparaison, elle tient pas la route. Donc je crois qu'on fait une erreur. Le téléphérique, on peut l'étudier. Je ne suis pas sûr que dans le décor, l'UNESCO soit tout à fait d'accord non plus. Mais il est certain qu'on a besoin d'un passage de 150 000 véhicules et non pas 15 000. C'est pas sérieux. Le coût d'un téléphérique est estimé à 50 millions d'euros, soit l'équivalent de 2 km de tramway. Le tramway justement, même si officiellement aucune décision n'est prise pour le moment, les extensions imaginées sous l'ancienne mandature, notamment celle allant vers Gradignan, semblent avoir du plomb dans l'aile. Je le dis, aujourd'hui, l'ère du tout tramway est sans doute terminée. Pour 2 raisons. La première, c'est parce que ça coûte très cher, voilà, et que si vous faites 1 km de tramway, c'est entre 20 et 25 millions. La deuxième, c'est parce qu'en fait, vous fragilisez le tramway. On a aujourd'hui le réseau de tramway le plus important de France. Eh bien, si vous avez des pannes, ça impacte tout le réseau. Donc aujourd'hui, ce n'est pas un hasard si d'autres agglomérations ne font plus d'extension de tramway parce qu'ils sont confrontés aux mêmes données. Le président de la métropole a aussi annoncé la mise en place d'une tarification solidaire pour les transports en commun dans le courant de l'année 2022. 80 000 habitants de l'agglomération devraient pouvoir bénéficier de cette gratuité ou quasi-gratuité pour se déplacer en tramway et en bus. Le coût de cette mesure est estimé à 2 millions d'euros par an. Ce schéma des mobilités de l'agglomération, encore en cours de discussion, sera présenté aux élus métropolitains d'ici la fin de l'été. Il fera l'objet de débats en conseil fin septembre. Et ce vendredi matin, le séminaire de l'école inclusive en Gironde s'est achevé par la signature d'un partenariat entre l'Agence régionale de santé et l'Éducation nationale. Il vise à améliorer l'accueil des élèves en situation de handicap en prenant en compte bien évidemment leur singularité et leurs besoins particuliers. Aujourd'hui, ce qui est exemplaire et un peu une première, c'est qu'en effet, on va améliorer le repérage et le dépistage des enfants en situation de handicap dans les écoles par un partenariat entre une structure médico-sociale qu'on appelle les CMPP, qui a les compétences pour pouvoir faire ce repérage et ces diagnostics, avec l'Éducation nationale en Gironde, dans les écoles, pour pouvoir mettre en place ce repérage et ce dépistage. Parce que plus on dépiste et on repère tôt les problèmes liés à un handicap à l'école, mieux on peut les prendre en charge et mieux on peut accompagner les enfants. L'objectif, c'est que chaque enfant trouve sa place à l'école. Ça, c'est la première chose. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de personnel de l'Éducation nationale qui sont mobilisés. D'abord, bien sûr, les professeurs dans la classe. Quand c'est nécessaire, en partenariat avec les équipes du secteur médico-social, il y a aussi toute une équipe dans chaque territoire, par exemple en Gironde, une centaine, pour que soient organisés les emplois du temps des accompagnants avec les élèves. Avis aux amateurs de bière, si vous souhaitez en savoir plus sur ces secrets de fabrication, rendez-vous à la Moisson des Brasseurs, un événement qui réunit 8 brasseries de Nouvelle-Aquitaine qui ouvrent leurs portes aux visiteurs. Visite en avant-première de l'une d'entre elles au Bouscat avec Victor Coudreau. Vous venez de rentrer, en fait, vous avez senti l'odeur.
le parfum en fait du brassage. Donc ce qu'on sent là, c'est l'empâtage. On vient d'empâter, je vais vous montrer, tenez. Suivez le druide. Dans cette brasserie du Bouscat en Gironde, exit Panoramix. Ici, c'est Fabrice Rivière qui connaît la recette. Un breuvage qui demande des ingrédients particuliers et beaucoup de technicité. La particularité du brasseur, c'est qu'il va devoir transformer un de ses ingrédients, en l'occurrence le malt, en jus sucré. Pour ce faire, on va broyer le grain de céréales. On va mélanger cette farine que l'on obtient avec de l'eau. L'eau au contact de l'amidon va transformer l'amidon en sucre. On va filtrer le tout pour récupérer que le jus. On va parfumer ce jus, ce mou, on ne dit pas un jus, on dit le mou, avec des fleurs de houblon pour lui donner du peps, pour l'équilibrer, pour équilibrer la recette. Et puis ensuite, on va faire bouillir ce mou pendant 1 heure, le refroidir et le faire fermenter. Entre 8 à 10 000 bouteilles sortent chaque jour de l'embouteilleuse ici. 80% de cette production est vendue en Gironde. Et ce samedi matin, à l'occasion de la moisson des brasseurs, de nombreux Girondins viendront découvrir l'univers de la bière. Fin juin, début juillet, pour nous, c'est le moment le plus fort et le plus riche de l'année. Mais c'est aussi un moment symbolique, c'est le moment où on moissonne. C'est le moment où, en fait, en ce moment, nos agriculteurs sont en train de préparer l'orge qui nous servira l'année prochaine pour faire le malt qui permettra de faire la bière. Et à la fin de la visite, rassurez-vous, la dégustation est prévue. La vôtre ? Allez, à consommer avec modération. Donc, c'est ce week-end, je le rappelle. Le miroir d'eau de la place de la Bourse à Bordeaux a donc retrouvé l'eau. Après plus d'1 an d'arrêt en raison de la Covid, les Bordelais ont donc pu en profiter avec 1 semaine d'avance. Claire Eggersley et Lauriane Pellao. Il n'est désormais plus rare de voir les chaussures au bord du miroir d'eau. La place de la Bourse a enfin retrouvé son reflet, au plus grand bonheur des passants. C'est joli, oui. C'est beau, avec les monuments derrière, c'est vrai que... Ça doit faire un effet miroir quand il fait beau. C'est très joli. Ça nous fait un peu ressortir et ça nous fait rappeler les bons moments qu'on a eus avant le Covid. En passant par Bordeaux, c'est quand même l'endroit qu'il faut voir. Ça fait du bien, surtout quand il fait chaud, que la dernière fois on était venu, il n'y avait pas le miroir d'eau, on crevait de chaud. Et là, on peut se rafraîchir les pieds, c'est cool. Ouais. Ce skater, quant à lui, voit son terrain de jeu disparaître. Il a donc profité des dernières minutes au sec. Ça va nous empêcher d'utiliser tout cet espace parce qu'il sera mouillé. Et du coup, nous, on ne peut pas skater dedans. Petits et grands se rafraîchissent ou prennent la pause. Le retour de l'activité incontournable de Bordeaux sonne comme un nouveau pas vers le retour à la vie normale. C'est aussi un attrait touristique extrêmement important, mais il y a aussi une vocation très populaire. C'est-à-dire que nombre des petits Bordelais qui n'ont pas la chance de partir en vacances ont très souvent l'occasion de venir se rafraîchir et se baigner ici. Et c'est pour cette raison-là que nous avons souhaité accélérer la réouverture, parce qu'il fallait absolument redonner cet usage à cet espace extrêmement apprécié par les Bordelais. Les brumisateurs ne sont eux pas encore disponibles, ils seront réactivés dès lors que les conditions sanitaires le permettront. Dans un instant à suivre, notre invité Alain Garnier, maire d'Artigues-Près-Bordeaux, après les inondations qui ont touché notamment sa commune. Et puis le 19h Sport, tout de suite après avec Bastien Loquet, on fera un point sur le calendrier de Ligue 1, la finale de Top 14 bien évidemment, et puis le Tour de France. À tout de suite.